à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'invité. Aujourd'hui, on va parler sécurité, qui est un enjeu assez essentiel et on va essayer de décrypter un peu les tenants et aboutissants de cette première des libertés, parce que c'est aussi ça dont on va parler. Et pour ça, on accueille un expert, un spécialiste, David Arnus, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général d'une structure qui s'appelle Corp Guard. C'est pas très facile à dire. Quel est votre métier concrètement et que fait votre société ? Bonjour Frédéric, merci de cette invitation. Effectivement, je suis le directeur et gérant de la société Corp Guard, qui est une société dite de sécurité, avec un tropisme un petit peu particulier, dans ce sens où j'ai une offre de prestation de services transversale, qui commence à l'enquête-investigation privée pour les entreprises et qui va jusqu'à la gestion de crise au profit des solutions assurantielles en matière de risques spéciaux. Et qu'au milieu de mes prestations, j'agglomère intelligence économique, ingénierie, sûreté, sécurité, sécurité des grands événements. C'est ça justement qui est intéressant et c'est pour ça que j'ai pensé à vous inviter. D'abord parce que vous avez écrit un ouvrage qu'on verra à l'écran, mais qui était une réflexion, un livre blanc avec un certain nombre d'experts d'Auvergne-Rhône-Alpes pour parler de ce qu'on va appeler le continuum de sécurité. Vous nous raconterez ce que c'est, mais parce que c'est évidemment un enjeu pour tous les citoyens et tous les administrés, que souvent on mélange un peu tout sur la sécurité. Et donc on va essayer de débroussailler d'abord, notamment parce qu'on pense souvent qu'il n'y a que la sécurité intérieure ou que c'est qu'une mission de l'État. Or, ce n'est pas vrai, il y a d'autres partenaires qui interviennent dans la chaîne de sécurité. Absolument. Il y a un certain nombre d'acteurs étatiques qui interviennent en matière de sécurité intérieure, vous l'avez très bien dit, mais un certain nombre d'acteurs privés accompagnent et coproduisent la sécurité au profit des acteurs économiques notamment, puisque l'État peut intervenir sur un certain nombre de missions régaliennes, mais qu'aujourd'hui, notamment les entreprises, elles, ont parfois besoin de s'adosser à des prestataires privés pour régler un certain nombre de problèmes qui les impactent de manière économique. Et parfois, la perception du commun des mortels en matière de sécurité s'arrête au gardiennage, alors que le gardiennage n'est qu'une portion de la sécurité. Et aujourd'hui, la sécurité, le concept de sécurité, s'applique à l'ensemble de ce qu'on appelle la supply chain, que ce soit d'un point de vue étatique ou d'un point de vue privé. D'accord. Donc, il y a à la fois des partenaires publics et des partenaires privés qui font une mission de service public, entre guillemets, pour le compte du public. Ce qui est intéressant aussi, et on ne l'imagine pas tout le temps, c'est qu'on imagine que c'est dédié au niveau de l'État, mais il y a des acteurs locaux qui ont aussi un rôle dans la coproduction de la sécurité. Oui, c'est d'ailleurs en ce sens que nous avons fait cet ouvrage, un ouvrage collectif qui a eu vocation à interviewer 23 acteurs Auvergne-Rhône-Alpes qui s'impliquent dans la sécurité, afin d'expliquer comment eux percevaient le concept de continuum de sécurité, c'est-à-dire comment est-ce que la sécurité est un aspect, un concept qui s'applique à l'ensemble des décisions qui sont prises d'un point de vue public ou privé et que différents acteurs interviennent sur l'ensemble de cette chaîne. Et encore une fois, la seule perception de la sécurité en tant que gardiennage n'est pas suffisante puisque la sécurité, c'est aussi le contrôle d'accès, c'est aussi la sécurité de l'information, c'est aussi la lutte contre, le cybercrime, les ransomware, c'est aussi la protection des collaborateurs en France, mais aussi à l'étranger. C'est la protection des dirigeants d'entreprise lors de conflits sociaux, par exemple. C'est la captation d'informations stratégiques en vue de se positionner pour gagner des parts de marché ou se développer. Et c'est aussi la protection de sa propre information afin d'éviter de se faire piller ou pirater des process, des modes opératoires ou des informations stratégiques qu'aujourd'hui tout un chacun diffuse allègrement sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai qu'on a une époque qui est un peu compliquée. À la fois le télétravail a augmenté les risques pour un certain nombre d'entreprises, mais aussi effectivement le fait de diffuser, de donner de l'information, les réseaux sociaux, l'hypercommunication. Ce qui était important de comprendre et de poser ça comme point de départ, c'est que la sécurité, ce n'est pas simplement des problèmes ou d'incivilité ou de cambriolage. C'est aussi ça, mais c'est tout un ensemble de choses qu'il faut traiter et qu'il faut traiter, j'allais dire, collectivement. D'où l'idée un peu de ce continuum. C'est-à-dire que pour vous, et il y a d'ailleurs au niveau national des réflexions, il y a un livre blanc qui a été lancé sur la sécurité intérieure. C'est quoi les grands enjeux aujourd'hui? C'est que tout le monde collabore bien. Comment on peut poser ce débat? Aujourd'hui, les organismes publics, privés, étatiques, para-étatiques sont tous soumis à des obligations en matière de responsabilité sociale et sociétale. Et il n'est plus envisageable pour ce type d'organisme d'avoir des incidents ou des accidents qui peuvent remettre en question, qui pourraient remettre en question leur réputation, leur développement international, leur projet de développement, l'intégrité physique de leurs collaborateurs et collaboratrices. Et aujourd'hui,
tous ces organismes sont attendus sur des résultats en matière de sécurité. On peut prendre un exemple dramatique. Une ONG connue cet été a eu à souffrir une attaque terroriste qui a occasionné la mort de 6 jeunes dans un pays au Mali. Typiquement, c'est ce genre d'accident dramatique qui ne peut plus impacter aujourd'hui un organisme, que ce soit une ONG, un stade de foot, une ville, une municipalité, une PME, une TPE. Et aujourd'hui, les attendus en matière de gouvernance sont extrêmement élevés. Et vous avez, pas très loin de Lyon, à Genève, un organisme international qui justement fait la promotion d'un code de conduite et d'une gouvernance en matière de sécurité privée. Alors justement, vous l'évoquiez, et peut-être qu'on va pouvoir prendre cet exemple. On est ici à Lyon, mais ça concerne évidemment tout le monde. Prenons l'exemple d'un stade, pour ne pas le nommer, le Groupama Stadium, où joue l'OL, qui est un stade privé. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui interagissent. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de circulation, de mobilité, de tram, de gardiennage. Quelles sont toutes les composantes quand on imagine un grand événement? À quoi on doit penser dans toute la chaîne de la sécurité? Alors, M. Xavier Pirot, effectivement, qui est en charge de la sécurité de Groupama Stadium, nous a fait le plaisir de nous rédiger une très belle contribution dans ce merveilleux ouvrage local, régional, dans lequel il explique que c'est une première, et c'est assez unique en France, Groupama Stadium est un stade privé. C'est le seul en France. De fait, lors de certains matchs qui peuvent être tendus ou qui peuvent être considérés comme à problème, la préfecture met à disposition de cette emprise privée les forces régaliennes, dans le cadre d'un partenariat privé-public, et qui jusqu'à maintenant s'est toujours très bien déroulé, et M. Xavier Pirot l'explique très bien dans sa contribution, et ce type de partenariat privé-public est le genre de concept qui fait exactement partie prenante du continuum de sécurité et qui devrait être amené, pour soulager le régalien, à se renouveler et à être dupliqué dans d'autres circonstances. Pour que chacun contribue au bon endroit, à la juste place, à cette chaîne de la sécurité. Et ce n'est pas anodin d'ailleurs qu'on parle du Groupama et qu'on parle de ce stade, parce qu'à Lyon, il y a une sorte d'écosystème un petit peu spécifique en France, d'où aussi le travail que vous avez voulu faire à l'échelle régionale. Mais en partant de Lyon, il y a des institutions, il y a Interpol, il y a des structures. Pourquoi est-ce que c'est un peu spécifique et qu'on est en avance sur ce continuum ici? Alors merci de m'interroger sur cette question qui me touche directement et sur laquelle je veux vraiment insister. Nous avons en Auvergne-Rhône-Alpes vraiment un écosystème, comme vous dites, qui peut nous permettre d'être un laboratoire en matière de sécurité privée et de continuum de sécurité pour tendre vers une sécurité globale. Vous avez mentionné Interpol, bien sûr, mais vous avez aussi l'École nationale supérieure de police qui forme les commissaires de police. Vous avez des académies, Sciences Po Lyon 2, Lyon 3, qui forment des étudiants en master de sécurité intérieure, d'intelligence économique. Vous avez un laboratoire P4. Vous avez une base OTAN au Mont-Verdun, vous avez au quartier général Frères un organisme de renseignement de l'armée française, vous avez cette confluence et cette convergence d'intérêts liés à la sécurité, Genève qui n'est pas très loin, avec des organismes internationaux. Vous avez à Lyon un historique avec les organismes non gouvernementaux, les ONG, avec la formation Bioforce entre autres, mais aussi Handicap International. Et nous avons donc ici un véritable écosystème d'expertise qui pourrait nous permettre de faire de Lyon, en plus de la capitale de la gastronomie et de la résistance avant, mais la capitale de la sécurité, en ce sens que Lyon pourrait promouvoir, en tous les cas la région Auvergne-Rhône-Alpes, pourrait promouvoir une école de pensée en matière de réflexion sur le concept de sécurité intérieure et donc de sécurité globale. Une sorte de laboratoire, d'une vitrine de ces questions et de ces enjeux auxquels vous contribuez. Un autre sujet qui vous tient à cœur, et c'est vrai que c'est sans doute important aussi pour que les citoyens comprennent bien, c'est que justement quand il y a des partenaires privés qui interagissent pour des missions régaliennes, il faut aussi, j'allais dire, monter en compétences, mieux former, mieux encadrer ceux qui interviennent pour le compte de l'État. Comment est-ce qu'on peut mettre en place est-ce qu'il y a des chartes de qualité? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on augmente le niveau d'intervention? Vous, comme vous faites par exemple dans votre entreprise, ou comment ça se passe avec les gens avec qui vous travaillez? Alors effectivement, la montée en compétences et la professionnalisation des activités privées de sécurité est un des axes majeurs en matière de développement de ces professions. Tout d'abord, un certain nombre de ces professions sont soumises à autorisation de l'État et nous sommes contrôlés par un organisme qui s'appelle le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, mais qui ne garantit pas tellement la qualité, garantit que le cadre légal est respecté, que les autorisations d'exercer sont réglementairement et légalement détenues. En matière de montée en puissance et en compétences, vous avez aujourd'hui une norme ISO qui s'appelle la norme ISO 18788. C'est un peu un barbarisme, mais c'est une norme ISO qui est extrêmement importante puisqu'elle garantit aux clients que nous avons un système de management des opérations de sécurité que nous maîtrisons parfaitement sur toute notre chaîne,
au profit de ses intérêts et au profit de la réponse au cahier des charges exprimé initialement. Aujourd'hui, nous sommes 3 sociétés françaises à détenir cette norme ISO, qui est un standard international qui est exigé pour pouvoir soumissionner à des appels d'offres internationaux auprès de l'Union européenne ou d'organismes de ce type-là, ou de grands groupes internationaux. Et je regrette que la France n'ait pas pris la mesure de l'importance de cette norme ISO en matière de gouvernance, parce que nous ne sommes pas très nombreux à avoir investi sur cette posture qui permet de monter en compétences, de monter en qualité et d'avoir un programme de formation continue, de vérification des partenaires, de vérification de nos prestataires. Et du coup, on tombe dans une logique de cercle vertueux qui permet d'offrir à nos clients, que ce soit l'État ou des privés, une prestation de service de qualité qui fait aussi la promotion des femmes dans les métiers de la sécurité et qui garantit une égalité de traitement salarial femmes-hommes. Alors la sécurité, on l'a vu, c'est plus complexe, plus transversal, mais s'il y a bien un endroit où on est tous confrontés à ces questions, à ces enjeux, peut-être au quotidien, c'est dans nos territoires, à l'échelle locale. Il se trouve que parmi vos nombreuses casquettes, vous êtes aussi un élu local en charge de ces questions de sécurité dans une collectivité. Souvent, on se dit, qu'est-ce que peut faire un maire ou un élu pour ces questions-là? Comment il peut contribuer à sa manière au fameux continuum de sécurité? Alors effectivement, je suis élu maire adjoint en charge de la sécurité et de la tranquillité publique dans ma commune de Saint-Genis-Laval. Que peut faire un élu? Impulser une dynamique, avoir une politique de sécurité locale qui s'applique à son territoire et faire en sorte que les moyens soient mis en œuvre pour qu'on arrive sur une durée de mandat à mettre en place ce qui a été prévu et à trouver les ressources financières, soit localement au niveau de la commune, soit par des subventions régionales, ce qui est un petit peu le cas en ce moment, pour augmenter la capacité des polices municipales ou de la vidéoprotection, qui est un des enjeux aujourd'hui majeurs, puisqu'on voit bien que dans les quartiers, il n'y a qu'à regarder l'actualité, entre les mortiers d'artifice, les rodéos nocturnes, les nuisances diurnes et nocturnes, le trafic de cannabis, les gilets jaunes, les différents conflits sociaux qu'il peut y avoir, les revendications sociétales. Je crois qu'il y a 48 heures, le siège de Bayer Crop Science a été victime d'une tentative d'intrusion. On sent bien que la société dans son ensemble est en train de prendre une pente sécuritaire qu'il va falloir appréhender, et il va appartenir au plus petit niveau, à l'échelon le plus petit, de s'en occuper. Effectivement, les municipalités et les élus locaux sont ces gens de terrain qui vont devoir trouver des solutions en liaison avec le niveau régalien, la préfecture pour commencer, et puis le niveau régalien, pour trouver des solutions idoines à ce type de problématiques du quotidien. Chacun doit prendre sa place. Alors c'est vrai qu'à l'échelon de l'hyper-proximité locale, c'est aussi d'abord, comme vous le disiez, de l'impulsion, peut-être de la meilleure connaissance des enjeux, de faire travailler les gens ensemble. Et puis aussi, parce que derrière la question de sécurité, il y a beaucoup souvent de formation, d'information et de prévention. Quelle place il y a en amont de la sécurité à tout ce travail de terrain qu'expliquent très bien les différents contributeurs pour éviter qu'il y ait plus de problèmes? Parce que c'est aussi parfois anticiper et prévenir. C'est aussi comme ça qu'on gère les enjeux. Absolument. Alors, peut-être que pour mieux anticiper et mieux prévenir, il faudrait que l'ensemble des citoyens aient conscience que la sécurité, ça n'est pas que le niveau régalien, ce n'est pas que l'État, et qu'on ne peut pas, et qu'on ne peut plus aujourd'hui se reposer uniquement sur le régalien. Donc l'ensemble de la chaîne des acteurs publics, privés, est aujourd'hui mise à contribution pour arriver à trouver des solutions pour gérer les problématiques de sécurité. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? En tout cas, c'est un premier pas, et c'était aussi l'idée de cet entretien, c'était une sensibilisation à ces questions qui, en plus, seront certainement dans les différentes échéances à venir. On rappelle donc l'ouvrage qu'on remonte et qu'on verra, dans lequel on peut découvrir à la fois des interventions d'élus, de chefs d'entreprise, de spécialistes de ces sujets. D'hommes politiques, puisque nous avons Madame Alice Taureau, députée, qui est à l'origine de l'étude avec le député Fauvert, qui est un ancien commissaire du RAID, du concept de continuum vers la sécurité globale. Nous avons une postface de M. Gérard Collomb, et nous avons un certain nombre d'élus en charge des questions de sécurité, ou qui l'ont été, qui nous donnent aussi leur point de vue sur cette notion de continuum. Donc effectivement, cet ouvrage est téléchargeable sur le site internet. Eh bien, on ira le télécharger. Et c'était important de poser ces débats. Évidemment, parfois, il y a des réponses politiques qui varient, mais au moins, on ne peut pas nier qu'il y a un constat, qu'il y a des enjeux, qu'il y a une manière de faire. Et c'était aussi ce qu'on souhaitait faire avec vous. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le dirigeant d'une société qui s'appelle Corbegoire, spécialiste de ces sujets. Et puis, pour ce qui nous concerne, vous qui nous écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.